à nos amis pédiatres qui ont travaillé, eux, en complément de nous sur la partie adulte. Je vais juste faire une synthèse plutôt pratique et voilà, utile. Après, j'ai été interne chez Alain Di Meglio, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre avec lui et puis ça rejoint un petit peu ce que Jean-Marc nous a dit dans sa conférence au début. Quand on traite une population pédiatrique, eh bien, elle est vraiment différente de la population qu'on peut rencontrer sur le plan rachidien d'une population adulte. La croissance, grosso modo, eh bien, vous avez trois grandes phases de croissance. La croissance du tout petit enfant avec une croissance rapide, et puis après c'est un peu le calme plat avec une croissance plutôt lente sur les segments thoraciques et lombaires. Et puis après, c'est la croissance rapide à nouveau, c'est le pic pubertaire. En pratique, on a essayé de scinder ici avec le RICER et puis la pré-puberté, et puis après il y a toute cette phase qui est la phase cruciale, qui est le côté gauche de ce diagramme de Di Meglio, qui dure quand même 2 ans, et que les Américains décrivent comme peak growth velocity, c'est-à-dire que c'est la période où le tronc va grandir le plus rapidement, et c'est là où les scolioses vont probablement décompenser le plus rapidement aussi. Et c'est le cartilage en Y que Jean-Marc nous a exposé également qui reste le paramètre le plus intéressant. Donc on a vu dans cette table ronde qu'on peut grosso modo stratifier pré-puberté jusqu'à la fermeture du cartilage en Y, donc toujours pendant le RICER 0, et puis ensuite à partir de cette fermeture du cartilage en Y, une petite partie de RICER 0 et toute la partie RICER qui constitue la phase de décélération de croissance sur la partie droite de ce diagramme, et que rien que dans ces deux phases, les différents paramètres, qu'ils soient pelviens et les courbures lombaires et thoraciques, sont réellement différentes. Et lorsqu'on met derrière le RICER 5, donc après ce diagramme, l'adulte, qui soit entre 20 et 34 ans ou jusqu'à 49 ans, que les répartitions de l'organisation spinopelvienne est vraiment différente et que le degré des courbures lombaires et thoraciques l'est également. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit tout simplement lorsqu'on traite nos patients pédiatriques qui deviendront adultes un jour, et on ne peut pas se dire qu'on va fabriquer une arthrodèse sur scoliose pédiatrique qui va ensuite tendre vers une organisation spinopelvienne qu'on connaîtrait de l'adulte. Donc pour résumer sur cette partie pédiatrique, le traitement du rachis de l'enfant et de l'adolescent nécessite vraiment de situer le patient sur ce parcours de la croissance qu'il faut parfaitement connaître, hein, et que les principes d'organisation spinopelvienne que Pierre Roussoli a décrit dans ses ABAC sur une population d'adultes jeunes à laquelle on s'est comparé dans cette cohorte, elle est vraiment différente pour la pédiatrie. On ne peut pas tout simplement répliquer ce qu'on connaît de la classification de Roussoli adulte de Pierre Roussoli sur la partie pédiatrique. Donc celle-ci nécessitera d'être redécrite de façon un peu adaptée. On a vu que la croissance du bassin s'effectuait tout le long des stades de la croissance. Alors ça, on le savait déjà dans la littérature. On savait que l'incidence pelvienne augmentait et se stabilisait en fin de croissance. Mais là, on l'a redémontré. Mais ça conditionne aussi les courbures qui sont au-dessus. Et on a vu que probablement le tonus musculaire est complètement différent aussi chez l'adolescent qui s'étoffe un petit peu avec les hormones, notamment chez les garçons, et que du coup on a quand même des types 3 antéversés qu'on n'a plus ensuite à l'âge adulte. Et pour citer Alain Di Meglio, alors lui nous disait en staff, l'enfant n'est pas un adulte en miniature, et la table ronde le confirme. Pour conclure sur cette table ronde globalement, et on aura un peu de temps encore je pense pour discuter, c'est très bien comme ça. On a quand même pu vous donner ici, vous voyez, c'est quand même beaucoup de travail sur presque 2600 dossiers qu'on a tous mis dans Keops et mesurés, voire remesurés pour certains, stratifiés par âge chronologique et maturité squelettique à partir du bassin et du RICER. Et du cartilage très radié, du sexe et des types de Roussoli. Et je pense que c'est cette partie qui rend ce travail vraiment original parce qu'il se démarque réellement de ce qui est déjà publié. Bien entendu, les résultats qu'on vous a montrés font l'objet d'analyses statistiques plus approfondies, mais vu la masse globale de données, on ne peut pas tout analyser dans tous les sens, il faut être précis dans les demandes envers notre statisticien, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment.
Juste pour vous donner un aperçu de ce qui est publié sur les dernières années et ce qui existe dans la littérature, il existe bien sûr de l'ISSJ, donc nos collègues new-yorkais, des analyses sur le sujet, mais vous voyez que ça reste relativement global, c'est juste stratifié par âge, mais il n'y a pas de stratification par organisation spinopelvienne. Il existe également des critères pour prévenir, par exemple, l'incidence de cyphose jonctionnelle après instrumentation, là aussi avec des cibles à atteindre, mais ça reste relativement global et stratifié par âge. On a ici également des paramètres globaux qui sont un peu analysés dans le bas, et puis les paramètres spinopelviens et certains cervicaux aussi. On stratifie uniquement par âge ici. Le travail de Jean Leguet qui a déjà été cité par Benjamin, qui montre quand même que l'incidence pelvienne augmente chez le plus âgé. C'est un papier qui est vraiment intéressant, la discussion est très intéressante, je vous conseille de le lire, qui montre vraiment que la sacroiliaque peut être sujette à une distension avec eh bien, la perte de lordose, la rétroversion pelvienne, le déséquilibre antérieur, la compensation, et ça fait une espèce de va-et-vient probablement, du moins c'est ce qu'il explique dans ce papier. Et c'est ce qu'on a pu confirmer aussi dans notre travail. Et le dernier papier en date, il est paru, c'est un article chinois sur 584 patients asymptomatiques avec des groupes, alors là de 40 par tranche d'âge, qui a eu un prix dans Spine au mois de janvier. Alors nous, nos sous-cohortes, elles font plusieurs centaines, donc vous voyez que là, statistiquement, il y a quand même du volume. Ce qui est prévu de faire à partir de cette table ronde, eh bien, les 3 parties de la table ronde, on est sur le point là d'affiner et de la rédaction, avec l'ensemble des investigateurs qui nous ont aidés, qui ont travaillé d'arrache-pied, et la SFCR. Donc sur les paramètres d'alignement globaux et stratifiés, comme je vous le disais, par âge, mais aussi par sexe et par organisation spinopelvienne. Les courbures rachidiennes à l'âge adulte, et puis ensuite le comparatif enfant-adolescent, parce que la description de Roussoli chez l'enfant adolescent n'a jamais été publiée à ce jour. Donc on va essayer de le faire pour la SFCR. Et on a travaillé aussi en parallèle, on ne vous l'a pas montré aujourd'hui parce que ça aurait fait trop, sur tout ce qui est alignement cervical. On a tout reconstruit en fait jusqu'au conduit auditif avec tous les paramètres cervicaux, et ce sera la 4e grosse partie qui fera l'objet d'une publication. Et encore une fois, je tiens à remercier vraiment très chaleureusement tous les investigateurs qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont vraiment fait un travail fabuleux. Eric Solo en méthodologie et Philippe Rossoli qui nous a beaucoup aidé également. Merci.